Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais juste vérifier combien on a de personnes. On a 15 personnes. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la semaine de l'évolution professionnelle et plus particulièrement sur le thème « Je prépare mon entretien professionnel pour évoluer dans mon entreprise ». Donc, nous serons deux pour animer, co-animer ce webinaire. Donc, pour ma part, non, je vais commencer par ma collègue, ça serait plus poli. Donc, Aline Touré, qui est consultante au sein du Centre APEC de Toulouse, et moi-même, Lydie Audubert, consultante dans le même centre. Donc, nous allons toutes les deux co-animer cet atelier. Aline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation ? Je serai particulièrement en charge du chat, donc c'est moi qui vais regarder, prendre connaissance de toutes vos questions et vous apporter une réponse, soit à l'écrit, soit à l'oral. On interviendra avec Lydie là-dessus. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Toutes et tous bien. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Parfait. Très Super. bien, merci. Bonjour, et il y a beaucoup de oui. Si vous rencontrez un souci avec le son ou avec le diaporama, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter et à nous mettre éventuellement un petit mot sur le chat pour que moi je puisse vous redonner l'information rapidement. Voilà, pour que vous ne ratiez rien. Voilà, donc Aline va surveiller le chat particulièrement, mais elle interviendra au fil de l'eau. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de nouveau la bienvenue. Alors, donc, les semaines de l'évolution professionnelle ont lieu du 10 au 21 octobre. Peut-être que vous avez participé à d'autres séminaires. Cette prestation, elle est en fait co-organisée par plusieurs partenaires. Donc, l'APEC, évidemment, le réseau EVA, le groupement Évolution, la boutique de gestion Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Et donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger plus particulièrement sur l'entretien professionnel. Donc, cet événement, comme vous le savez, est 100% digital. C'est pour ça qu'on vous demande de réagir ou de poser vos questions sur le chat. Vous n'hésitez surtout pas, puisqu'Aline est particulièrement en charge de le surveiller. Alors, l'entretien professionnel pour évoluer dans l'entreprise, en fait, on va échanger sur 3 axes. Premièrement, comprendre les enjeux de l'entretien professionnel. Deuxièmement, vous préparer à être acteur de votre entretien. Et troisièmement, bénéficier d'un CEP. Le CEP, la traduction, c'est Conseil en évolution professionnelle, puisque l'APEC est un des acteurs du Conseil en évolution professionnelle, d'où le fait qu'avec Aline, nous intervenions cet après-midi. Ce qui est important, c'est déjà de distinguer l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Ce sont 2 dispositifs différents. L'entretien professionnel est un entretien de projection qui est plutôt centré sur le sujet de l'évolution professionnelle, du projet, des compétences et de la formation professionnelle en lien avec votre métier. J'expliquerai après le détail de l'entretien professionnel et quand il se met en place. Deuxième aspect, l'entretien annuel, qui est un entretien différent, qui est un entretien d'évaluation de la performance, qui est plutôt centré sur le bilan de l'année passée et sur les actions qu'il faudra mettre en place pour l'avenir. Donc, 2 dispositifs différents, en sachant qu'aujourd'hui, nous allons uniquement traiter de l'entretien professionnel qui est délimité par la loi. L'entretien professionnel, donc, c'est un outil qui est au service de votre évolution professionnelle, qui est donc, comme je le disais, référencé par un article de loi du travail et qui précise que le salarié bénéficie tous les 2 ans minimum d'un entretien professionnel avec votre employeur qui est consacré uniquement aux perspectives d'évolution professionnelle. Il doit vous permettre donc de mieux apprécier l'évolution des compétences que vous avez acquises ou développées ou confortées et de favoriser votre progression professionnelle. Cet entretien ne peut absolument pas porter sur l'évaluation du travail, sur le bilan de l'année présente ou passée, ou sur les objectifs de l'année, par exemple, 2023. Cet entretien, donc, comme je le disais,
va vous permettre de travailler vos perspectives d'évolution professionnelle et va vous permettre d'avoir une information sur la VAE, ce qu'on appelle la validation des acquis par l'expérience, le CEP, qui est le conseil en évolution professionnelle, et je reviendrai sur ces dispositifs tout à l'heure, et le CPF, qui est le compte personnel de formation. Et j'espère que vous avez tous ouvert votre compte personnel de formation. Donc là, c'est un sujet qui est extrêmement important, dont on parlera tout à l'heure. Si vous avez des questions sur ce sujet, il ne faudra surtout pas hésiter. Alors, les enjeux côté collaborateur et côté entreprise sur cet entretien professionnel, puisqu'il y a des enjeux, puisqu'il prépare votre avenir. Les enjeux pour le collaborateur ou la collaboratrice, c'est d'abord un rendez-vous privilégié, donc qui est programmé. En principe, il est préconisé de le prévoir suffisamment à l'avance pour que vous puissiez le préparer. Donc, ce qui est conseillé, c'est plutôt de dire il faut qu'il y ait un délai minimum de 10 jours pour que vous puissiez, vous, préparer le contenu de votre entretien, en sachant que chaque entreprise va avoir son propre support. Il n'y a pas un support qui a été cadré par la loi. Il donne des indications, des informations, des orientations, mais chaque entreprise peut le formaliser à sa façon. Donc, cet entretien va être programmé avec un support que vous allez pouvoir préparer. Et le rendez-vous, pourquoi il est privilégié? Parce qu'après, par rapport à ce support qu'aura préparé le manager, le collaborateur ou la collaboratrice, vous pourrez échanger sur vos perspectives d'évolution. Donc, vous allez d'abord échanger sur vos missions, votre parcours dans l'entreprise, ce que vous avez réalisé, les projets sur lesquels vous êtes intervenu, les compétences que vous avez acquises et développées, comment vous vous projetez, est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire dans le futur dans l'entreprise, et les formations que vous avez suivies, celles que vous envisageriez pour justement soit capitaliser vos compétences, soit en acquérir d'autres, soit accéder à un autre type de poste suivant les souhaits que vous avez. Et l'entretien professionnel, en effet, Martine, il est obligatoire. J'y reviendrai tout à l'heure plus particulièrement. C'est un entretien qui est cadré par la loi et qui est obligatoire, qui doit avoir lieu tous les 2 ans minimum. Et après, il y a un autre délai dont je parlerai tout à l'heure. Donc, l'enjeu pour le collaborateur est important puisque ça va lui permettre de se situer dans son parcours, son expérience, ses compétences, ses connaissances, ce qu'il a réalisé et les formations que vous avez pu suivre ou que vous souhaitez suivre par rapport à un projet futur que vous pouvez avoir en interne. Les enjeux pour votre manager, ils sont tout aussi importants parce qu'ils vont lui permettre de parler du projet et de la stratégie de l'entreprise pour voir si vous, dans la projection que vous avez, ça peut s'articuler dans les projets ou la stratégie de l'entreprise et de pouvoir trouver donc votre place. De voir aussi comment le collaborateur se sent, se situe, quelle est, comme c'est écrit sur le support, prendre la température de la relation entre le collaborateur, l'entreprise, le manager, comment la personne se situe. C'est important de savoir comment on se situe pour mieux préparer l'avenir. De faire un point sur les compétences que vous avez acquises et voir sur ces compétences acquises si elles peuvent aussi être transférées sur d'autres besoins de l'entreprise ou s'il faut peut-être sur ces compétences acquérir des formations, peut-être pour les consolider. Donc, c'est ce qu'on appelle préparer son plan de développement de compétences. Pour certains d'entre vous, le plan de développement de compétences s'appelait précédemment le plan de formation. Donc, la terminologie a changé, mais justement, pour adapter les besoins, on va pouvoir, entre autres, utiliser le plan de développement des compétences de l'entreprise. Je parlerai du compte personnel de formation tout à l'heure. Et puis, ça permet aussi, pour certaines entreprises, de fidéliser et de garder les salariés motivés et engagés par la prise en compte de ce qui peut être formulé, formalisé sur ce document, puisque c'est un document qui doit être écrit. Sur le CPF, Luis Carlos, on ira tout à l'heure. Je suis en train de répondre à l'écrit, mais peut-être pour en faire bénéficier tout le monde, Julia nous posait une question. Est-ce que l'entreprise a l'obligation d'apporter des formations aux salariés? Eh bien, la réponse est oui.
particulièrement lorsque ces formations vont concerner la sécurité ou des habilitations spécifiques. Il peut y avoir des formations obligatoires qui sont proposées par l'employeur. Attention, on est sur un cadre là très précis lorsque c'est directement en lien avec le poste de travail qui est occupé. Et et là je rebondis sur Luis Carlos, hein, si effectivement il n'y a pas d'entretien professionnel, on va y revenir, il peut y avoir des abondements CPF. Alors, un abondement CPF, oui, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Parce que sur les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas forcément d'abondement, ça va être des dommages et intérêts. Voilà, donc il faut bien distinguer l'effectif de votre entreprise ou du groupe dans lequel vous appartenez. Mais on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Pardon, j'ai avalé de travers. Alors, comment le CPF, on y reviendra comme Aline l'a dit tout à l'heure, comment préparer son entretien professionnel. Tout à l'heure, avec Aline, on téléchargera ce document-là qui est sous vos yeux pour que vous puissiez vous aider justement à vous préparer sur cet entretien professionnel qui est donc, comme nous l'avons dit, obligatoire. Ce qui est important dans cet entretien professionnel, c'est vraiment d'être acteur de votre entretien. Parce que c'est le moment pour vous de pouvoir dire ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et ce que vous souhaitez pour le futur. Donc, on va faire un point sur 4 axes. Le parcours et les compétences, les motivations, le projet professionnel et la formation professionnelle ou la professionnalisation. Sur le parcours et les compétences, on va vous demander dans le détail, et c'est important d'écrire le détail de ce que vous avez fait, c'est de pouvoir décrire vos missions, vos activités, les changements que vous avez pu opérer ou que vous avez vécus, de votre choix ou pas, les changements vécus dans l'entreprise et qui ont eu un impact sur votre emploi, parce qu'une réorganisation, une restructuration, une perte de marché peut avoir un impact. Une loi peut aussi avoir un impact sur l'entreprise et sur votre emploi. Comment, par rapport à cet impact et à ces changements, vous avez pu réagir? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez mis en place des actions? Ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir ce que vous avez réussi, ce qui a été un facteur de réussite particulièrement, et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et si, dans les difficultés, vous avez pu mettre en place des actions correctives, proposer des actes d'amélioration, ça va être important de le mentionner parce que ça montre à la fois vos compétences métiers, mais ça montre aussi vos compétences relationnelles, votre personnalité, votre profil, comment vous réagissez par rapport à certaines situations qui sont aussi des facteurs importants lorsqu'on veut évoluer ou changer. Ça, c'est un premier point sur le parcours et les compétences. Deuxième point très, très important, les facteurs de motivation. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre métier? Qu'est-ce qui est satisfaisant? Qu'est-ce qui peut être aussi insatisfaisant ou frustrant? De quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous estimez avoir particulièrement réussi? À l'APEC, par exemple, on travaille avec des outils sur les changements pour vous demander justement sur quoi vous avez des réussites, sur quoi vous considérez avoir des victoires, sur qu'est-ce que vous pensez avoir manqué, sur quoi vous êtes insatisfait, pour vous permettre de bien vous positionner, de bien préparer le futur. Troisièmement, le projet professionnel. Sur le projet professionnel, on va vous demander sur l'entretien, puisque c'est l'objectif de cet entretien, quelles sont les évolutions que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez d'acquérir des compétences, de changer d'activité, d'avoir des responsabilités supplémentaires, d'avoir un changement radical en interne? Il va être important de pouvoir au moins pouvoir le formuler. De dire quels sont les atouts que vous avez pour accéder à l'évolution que vous souhaitez. Quelles difficultés vous pouvez rencontrer, qu'est-ce qu'il vous faudrait aussi pour atteindre ces objectifs, et puis ça peut être intéressant avec le manager de voir sur cette évolution quels sont les dispositifs qui pourraient vous aider pour accéder à ce nouveau projet. Dans les dispositifs, il en existe quand même un certain nombre, comme on le disait tout à l'heure,
que sont la VAE, la validation de l'acquis par l'expérience, on y reviendra tout à l'heure et c'est Aline particulièrement qui interviendra sur le sujet. Le conseil en évolution professionnelle, par les acteurs que j'ai cités qui organisent ces webinaires aujourd'hui. Le compte personnel de formation qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre aussi de dispositifs, ainsi que le bilan de compétences. Sur ces points-là, on y reviendra particulièrement tout à l'heure. Dernier point à travailler pour être acteur de votre entretien professionnel, la formation professionnelle. C'est un point qui est obligatoirement traité dans le cadre de l'entretien professionnel. Il va être important de pouvoir dire quelles sont les formations que vous souhaitez suivre ou la validation des acquis par l'expérience que vous souhaitez mettre en œuvre, quelles sont les modalités d'accès, quels vont être les financements pour pouvoir accéder à ces formations-là. Et là, vous avez les 4 axes principaux qui constituent l'entretien professionnel qui est obligatoire. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions, Aline ? Il y avait une question de Florence sur la notion de formation obligatoire, justement à proposer par l'employeur. C'est difficile d'apporter une réponse générale puisque nous n'avons pas de liste de formation obligatoire. On est vraiment sur une adaptation au poste de travail selon l'entreprise, le contexte et le métier occupé. Donc, je renvoyais plutôt Florence et peut-être tous ceux qui se posent une question similaire sur un rendez-vous individuel pour échanger plus en détail sur les spécificités du poste occupé. Lydie, si tu veux compléter avec cette notion de formation obligatoire et d'abondement en cas de non-entretien professionnel de la part de l'employeur. Alors, l'entretien professionnel, comme je le disais, il est obligatoire tous les 2 ans minimum, en sachant que cet entretien professionnel, il est obligatoire aussi lorsqu'on revient d'un congé sabbatique, d'un congé d'adoption, d'un arrêt longue maladie, dans différents cas de figure. Et j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un a mis dans le chat le lien avec Service Public, en effet, qui va vous expliquer tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Donc, l'entretien est obligatoire et il a vraiment pour objectif de préparer le futur. Si c'est un entretien qui fait le bilan présent au passé, ça n'est pas un entretien professionnel. Et donc là, en effet, l'employeur, il est soumis à cette obligation parce que sinon, il va, pour une entreprise de plus de 50 salariés, faire un abondement qui est de l'ordre de 3 000 € parce qu'il n'a pas répondu à son obligation légale. Et pour une entreprise de moins de 50 salariés, c'est plutôt des dommages et intérêts. Si vous rencontrez une difficulté pour obtenir cet entretien professionnel, le recours que vous avez, c'est de solliciter la DRIT, qui est l'ancienne direction du travail, qui peut vous donner des conseils et vous aiguiller parce que, comme je le disais avec Aline, c'est une obligation légale. Sur la formation, je préfère répondre tout à l'heure, Aline, parce qu'on a un champ formation tout à l'heure et je ne voudrais pas mélanger les dispositifs. Là, je voudrais rester, si vous me le permettez, sur l'entretien professionnel. Est-ce que par rapport à l'entretien professionnel, il y a des questions? Pas actuellement, Lydie, pas actuellement dans le chat, mais on peut vous inviter tous à lister vos questions. Le temps peut-être que certains les écrivent, je vous ai mis dans le chat le lien déjà avec le sigle sur la DRITS, c'est pas toujours évident à écrire, et puis le lien vers le site du ministère de l'Emploi qui présente ces directions régionales, hein, puisqu'on est sur un niveau régional de la DRITS. Pas de questions? Alors, si Florence est en train d'écrire, a priori, on va attendre de voir si c'est sur l'entretien pro, avant justement que je recommence à répondre sur la VAE, le CPF et le CEP, puisqu'on va faire un petit zoom sur ces dispositifs. Bon, je vais continuer, puis tu surveilles le chat. Ah, ça y est. Peut-on ajouter des informations sur le doc de l'entreprise permettant de préparer l'entretien professionnel, j'imagine? Alors, vous pouvez ajouter des informations sur le document qui est prévu par l'entreprise dans la mesure où ça correspond bien aux perspectives d'évolution et où on n'est pas sur l'évaluation de votre activité présente ou passée. C'est vraiment la condition.
Donc, en principe, ce sont des documents qui travaillent sur les axes que je viens d'expliquer, que vous aurez tout à l'heure, que vous pourrez récupérer dans un téléchargement. Mais normalement, si vous travaillez sur cette base-là, vous allez pouvoir tout mentionner. Des informations qui vont être sur d'autres sujets que les perspectives d'évolution ne doivent pas figurer dans l'entretien professionnel. C'est vraiment un entretien qui est très cadré, contrairement à l'entretien annuel, qui peut être beaucoup plus libre et où les entreprises peuvent l'articuler de la façon qui leur convienne. Lydie, on peut peut-être justement faire un zoom sur ce fameux document pour vous permettre de vous préparer. N'hésitez pas à le télécharger dès maintenant, avant que le webinaire soit terminé. Vous avez en bas à droite de votre écran écrit APPS, A-P-P-S, avec 3 petits points. Vous pouvez cliquer dessus, puis sélectionner Partage de fichiers et vous avez ce document, cette fiche préparatoire en téléchargement dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez en garder une trace écrite et pouvoir préparer votre entretien professionnel. Tout à fait. Merci Aline. Alors, justement, comme il y avait des questions sur le CPF tout à l'heure, on va faire un zoom sur ces dispositifs. Donc, ils sont des dispositifs pour vous aider à préparer justement ces perspectives d'évolution professionnelle. Donc, il y a particulièrement 2 dispositifs qui existent. Le CPF, qui est le compte personnel de formation, et la VAE, qui est la validation des acquis de l'expérience. Le compte personnel de formation, c'est ce qui a remplacé le DIF, le droit individuel de la formation, à partir du 1er janvier 2015. Et le compte personnel de formation est un compte qui est alimenté chaque année de 500 €, sauf pour des personnes qui n'ont pas de qualification, là on est sur 800 €, qui va être alimenté chaque année. Et ce compte personnel de formation va pouvoir vous servir à financer soit des formations éligibles non certifiantes, je vais arriver à le dire, soit des formations éligibles certifiantes. Dans les formations éligibles non certifiantes, vous allez pouvoir financer justement le dispositif de la validation des acquis par l'expérience dont vous parlera Aline tout à l'heure, un bilan de compétences, en sachant que le bilan de compétences, je fais une petite parenthèse, a pour objectif de définir un projet prioritaire et ou alternatif, réaliste et réalisable. Réaliste par rapport à vous, réalisable par rapport au marché de l'emploi. C'est l'unique objectif d'un bilan de compétences. Je vous le précise, puisque hier, j'avais un de mes anciens clients qui est revenu vers moi et qui m'a dit « Je veux travailler mon CV. Comme je veux travailler mon CV, je voudrais faire un bilan de compétences. » Là, c'est très clair, ça n'est pas l'objectif. Un CV, on peut le travailler tout à fait différemment, en identifiant notamment ses compétences par un conseil en évolution professionnelle dont je parlerai tout à l'heure. Le bilan de compétences qui peut être financé par le compte personnel de formation, il va être déjà confidentiel, quel que soit le financeur, que ce soit le CPF ou votre employeur, ça sera confidentiel, le résultat et le contenu du bilan, et ça n'a que pour objectif de définir un projet professionnel, 1 et 2, si possible. C'est une prestation qui dure entre 3 et 4 mois, ça dépend des prestataires, qui dure environ 24 heures si le bilan n'est pas modulaire, parce qu'il existe aussi des bilans modulaires. Et ça peut être utile soit pour des évolutions en interne de votre entreprise, soit sur un projet en externe de votre entreprise, pour un changement, une évolution ou une reconversion. Donc, le bilan de compétences peut être financé par le compte personnel de formation. Vous pouvez ensuite préparer le code de la route, le permis de conduire ou le permis poids lourd pour des personnes qui en auraient la nécessité. Et ensuite, vous pouvez avoir des formations et du conseil pour des créateurs et des repreneurs d'entreprises, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des bilans créateurs qui permettent à un futur créateur-repreneur de se poser les bonnes questions pour savoir s'il a envie de créer, s'il a envie de reprendre, et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il mobilise pour cela. Donc ça fait partie aussi des bilans qui peuvent être financés par le compte personnel de formation. Et dernier point dans les formations éligibles non certifiantes, les formations aux bénévoles volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, là, il y a des formations très spécifiques qui sont réglementées, qui peuvent être financées par le compte personnel de formation. Deuxième axe,
les certifications professionnelles enregistrées au RNCP. RNCP, ça veut dire Registre national des certifications professionnelles. Quand vous recherchez des formations, souvent, vous allez voir des codes RNCP. Ces formations-là sont des certifications qui sont enregistrées et où vous pouvez les faire financer par le compte personnel de formation, comme le CLEA, qui est un socle en fait de connaissances et de compétences professionnelles, des blocs de compétences qui permettent d'accéder à des formations très, très spécifiques. L'attestation de validation de blocs de compétences, c'est-à-dire parfois vous avez des formations où vous allez faire uniquement ce qu'on appelle des blocs, des modules, si je le traduis autrement, des blocs de compétences pour avoir une certification sans passer la totalité de la formation. Ça fait partie des financements possibles. Et ensuite, des habilitations spécifiques dans le registre spécifique qui s'appelle l'ex-inventaire, si ça parle à certains d'entre vous. C'est ce dont parlait Aline tout à l'heure, par exemple des habilitations électriques, des formations qui sont obligatoires, qui sont réglementaires pour accéder à un métier. Sans ces formations, on ne peut accéder à un métier. Donc le premier qui me vient, c'est l'habilitation électrique, mais après, il y a tout un tas d'autres formations qui sont enregistrées dans ce qu'on appelle le répertoire spécifique. Si vous allez sur Google, vous allez trouver le répertoire spécifique avec beaucoup d'informations. Donc, le compte personnel de formation peut vous aider à financer tous ces axes-là, qu'on soit sur de la validation, des acquis de l'expérience, du bilan de compétences, des formations certifiantes, du bilan de compétences, du bilan création d'entreprise ou du bilan repreneur d'activité. Le compte personnel de formation, vous allez pouvoir l'utiliser sur le temps de travail ou hors temps de travail. Sur le temps de travail, c'est avec accord de l'employeur, donc puisque c'est sur le temps de travail, en sachant qu'il n'est pas obligé d'accepter. Et hors temps de travail, vous le gérez soit vous tout seul dans votre coin et vous faites votre demande directement sur votre application compte personnel de formation, soit vous pouvez aussi en parler à un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il vous aide à voir comment la mise en œuvre peut se faire. Hors temps de travail, l'information sera confidentielle, c'est-à-dire le conseiller en évolution professionnelle est tenu par la confidentialité de ce qui lui est dit, et l'opérateur de compétences qui s'appelle un OPCO, qui gère les fonds de formation de ces CPF hors temps de travail, ne divulguera pas l'information à votre employeur. Donc, sur le temps de travail, c'est certain, votre employeur va être au courant. Hors temps de travail, c'est totalement confidentiel. Alors, le temps de travail d'un cadre jour. Et bien là, c'est fonction, j'allais dire, de votre métier, de votre organisation, puisque justement, le propre d'un cadre au forfait jour, c'est qu'il n'a pas d'horaire. Alors, sauf dans certains règlements intérieurs. Il y a des règlements quand même intérieurs ou des accords d'entreprise qui peuvent quand même donner des horaires obligatoires. Mais ça va dépendre des postes, ça va dépendre des accords qui ont été négociés. Donc, c'est vous qui organisez, Florence, votre temps de travail. Donc, dans la mesure où vous l'organisez, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire par rapport à la culture de votre entreprise, par rapport à la pratique de l'entreprise, par rapport au règlement intérieur et par rapport à l'accord de l'entreprise. Aline, tu veux rajouter quelque chose? Oui, quand on parle de formation sur ou hors temps de travail, la question qu'il y a derrière, qui est implicite et qui est sous-jacente, c'est la question de la rémunération. Hein, c'est-à-dire, est-ce que votre employeur va vous continuer à vous rémunérer et va prendre en charge votre rémunération pendant que vous êtes en formation, ou est-ce que cette formation, vous allez la faire sur votre temps libre, sur votre temps personnel? Donc, si vous la faites sur temps de travail, ben, bien sûr qu'il faut obtenir l'accord de l'employeur pour prise en charge de votre rémunération. Admettons, vous allez faire un bilan de compétences de 24 heures par bloc de 3 ou 4 heures. Ben, qu'est-ce qu'on fait de ces 3 heures de travail, hein? Est-ce que c'est du plus pour vous le soir en dehors de vos horaires de travail, ou est-ce que c'est bien pendant le temps de travail? Voilà, c'est la question de la rémunération qui est importante aussi à traiter. Alors, c'est un point important ce que tu dis, Aline, d'autant plus que lorsqu'il existait le DIF, donc jusqu'à décembre 2014, vous pouviez avoir une allocation de formation lorsque vous partiez en formation avec du DIF. Aujourd'hui, cette allocation n'existe plus avec le compte personnel de formation. Ça veut dire que si vous faites une formation sur votre temps personnel ou, oui, par exemple, le soir, le week-end, ben, c'est sur votre temps personnel et donc il n'y aura pas de rémunération associée. Ça, c'est un point extrêmement important parce que cette allocation a existé jusqu'en
Décembre 2014, elle n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas la question dans le chat, mais parfois dans nos bureaux avec Aline, on a des personnes qui peuvent encore nous poser des questions sur le DIF. Il faut savoir que depuis le 4 ou 5 juillet, j'ai oublié la date exacte de l'année dernière, vous ne pouvez plus mettre vos heures DIF sur votre compte personnel de formation. La date limite, c'était au mois de juillet l'année dernière pour transférer vos heures DIF sur le compte personnel de formation. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, vous allez avoir uniquement, si vous n'avez pas vous fait la manipulation pour intégrer vos heures DIF au CPF, vous n'aurez accès qu'à vos heures de CPF du compte personnel de formation. Peut-être rappeler, tu le disais Lydie, 500 ou 800 euros par an pour un salarié, dans la limite plafonnée à 5 000 ou 8 000 euros. Je sais que souvent, il y a des publicités mensongères qui vous disent que vous allez perdre votre CPF, etc. Pas du tout, c'est important de se le dire et de se le redire. Le CPF, on ne le perd pas, il est incrémenté, enfin il s'alimente dans la limite jusqu'à un plafond de 5 000 ou 8 000 euros et il est valable jusqu'à l'activation des droits à la retraite. Donc tout ce qui est acquis n'est jamais perdu. Voilà, faites attention à ce qu'on peut entendre parfois d'assez trompeur. Tout à fait. C'est très bien que tu puisses le préciser. Sur le CPF, est-ce qu'il y a des questions? Pour je n'ai pas l'impression. Il n'y en a pas dans le chat, non. D'accord. Donc, je te laisse la parole, peut-être Aline, sur la validation des acquis de l'expérience, avant qu'on traite du CEP. Avec plaisir. Alors, il y a peut-être une question qui va arriver, mais on va la traiter au fur et à mesure. On va faire un petit zoom là sur la VAE. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous connaissez cette démarche ou vous l'avez déjà mobilisée. La VAE, ça veut dire la validation des acquis de l'expérience. C'est un dispositif qui permet d'obtenir une certification ou un diplôme en lien avec son expérience professionnelle. Vous avez occupé un poste, quel qu'il soit, mais vous n'avez pas de diplôme en lien avec cette expérience-là, eh bien, sous certaines conditions et en mobilisant ce dispositif-là, vous allez pouvoir obtenir un diplôme. L'objectif de la VAE, c'est bien de valider un diplôme, mais pas d'aller retourner sur les bancs de l'école, si j'ose dire, en allant apprendre des connaissances, en allant suivre des cours, puisque le contenu du diplôme, vous le connaissez, puisque vous l'avez acquis dans le cadre de votre expérience professionnelle. Donc la VAE, c'est bien reconnaître votre expérience et la transformer en diplôme. Il y a un critère, une condition d'accès pour pouvoir démarrer une VAE, c'est d'avoir un minimum d'1 an d'expérience avec la fonction visée, avec le diplôme, pardon, la certification visée. Donc, il va falloir justifier que vous avez eu une expérience de minimum 1 an en lien avec cette activité. Il faudra le justifier à travers des attestations employeurs ou bulletins de paye ou certificats de travail. Donc, ce délai d'1 an est assez court, et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc entamer la VAE. La VAE va se poser tout de suite la question de votre projet professionnel. Pourquoi est-ce que vous voulez obtenir ce diplôme? Est-ce que c'est dans le cadre d'une évolution professionnelle? Est-ce que c'est dans le cadre d'une reconnaissance personnelle, d'une reconversion? La question de l'objectif, pourquoi je veux lancer cette VAE, elle est primordiale parce que c'est ce qui va vous permettre de choisir telle ou telle certification qui serait la plus adaptée à votre projet professionnel. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la certification qui va correspondre le plus à votre parcours professionnel. On est là sur toutes les certifications qui sont enregistrées au RNCP, et donc je vous ai mis le lien tout à l'heure sur France Compétences. On peut faire une démarche VAE sur toute formation qui est reconnue par l'État. Ça peut être un CAP, ça peut aller jusqu'au Master 2, peu importe son niveau de départ. Ce qu'on vise bien, c'est l'adéquation entre le contenu du diplôme visé et son parcours professionnel. La VAE, ça prend il y a plusieurs étapes. C'est une démarche qui est
assez longue dans le temps, qu'on évalue à peu près entre 9 à 12 mois, surtout pour des diplômes de l'enseignement supérieur. Et donc, je vous renvoie vraiment vers le site officiel de la VAE, c'est vae.gouv.fr, vous l'avez à l'écran, et puis de tout un tas d'antennes, d'agences locales au plus proche de votre territoire qui vont pouvoir vous renseigner sur la VAE. En quelques mots, il y a deux grandes étapes dans la VAE. La première, c'est ce qu'on appelle la recevabilité. Donc, il va falloir monter un dossier administratif pour aller prouver que vous avez bien ces 1 an d'expérience. Et comme le précisait Lydie, 1 an en continu ou non, on est sur 1607 heures. Donc ça, il va falloir apporter la preuve. C'est ce qu'on appelle la recevabilité que vous aurez ou pas, selon le contenu de votre dossier. Si votre dossier est recevable, à ce moment-là, vous allez passer sur l'étape numéro 2 de la VAE, qui est le dossier de preuve. C'est le livret numéro 2 ou le dossier de preuve. Il a plusieurs noms selon les valideurs. Et là, vous allez apporter la preuve. Vous allez raconter, justifier, expliciter que le contenu du diplôme, vous l'avez bien acquis dans le cadre de votre expérience professionnelle. Donc, on est sur un dossier écrit, il n'y a pas de mise en situation, on est vraiment sur une réflexion, une posture réflexive sur son parcours professionnel et vous allez devoir rédiger ces compétences que vous avez. Il y a une partie d'accompagnement qui va pouvoir se faire directement par l'organisme valideur, par le certificateur, et c'est bien cet accompagnement-là qui va pouvoir être financé dans le cadre du compte personnel de formation. L'organisme va ensuite décider de votre validation. Soit vous avez une validation totale du diplôme, c'est-à-dire que vous avez validé tous les blocs de compétences, les fameux blocs dont on parlait. Peut-être que vous aurez également une validation partielle, c'est-à-dire certains blocs de compétences que vous n'avez pas validés, auquel cas vous pourrez poursuivre votre démarche en allant suivre les blocs de compétences qui vous restent encore à acquérir. Pour toutes les infos sur la VAE, en plus du site officiel, c'est d'aller voir directement l'organisme valideur, l'organisme qui délivre le diplôme que vous visez, qui va pouvoir vous donner une information sur la procédure VAE dans son organisme et sur les coûts aussi, puisque d'un organisme à l'autre, on n'est pas sur les mêmes calendriers, on n'est pas sur les mêmes démarches et on n'est surtout pas sur les mêmes coûts d'accompagnement à la VAE. Là encore, c'est une thématique que vous pourrez discuter avec un conseiller en évolution professionnelle et notamment en prenant rendez-vous à l'APEC. Lydie, je te rends la parole s'il n'y a pas de questions sur la VAE. Alors, juste, je te remercie, Aline. Il y a une question sur le CPF. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre. L'employeur peut-il refuser le CPF? En fait, il faut distinguer la création de votre compte personnel de formation, et ça, c'est vous qui le faites. Votre employeur ne peut pas le faire à votre place. C'est vous qui allez sur www.moncompteformation.gouv.fr, vous créez votre compte formation, et à partir de là, vous aurez le versement chaque année de 500 € ou 800 € si vous n'avez pas de qualification chaque année, avec ce plafond dont parlait Aline de 5 000 ou de 8 000 €. Donc, la création du compte, Dominique, c'est vous qui la faites. L'alimentation se fait obligatoirement chaque année jusqu'à ce plafond dont on vient de parler. Par contre, si vous voulez mobiliser votre compte personnel de formation sur les formations éligibles, certifiante ou non certifiante, tout va dépendre. Si vous le faites, si vous souhaitez le faire sur le temps de travail, l'employeur peut le refuser à tout moment. Par contre, si c'est vous qui le faites de façon confidentielle, c'est vous qui gérez de façon confidentielle. Là, comme la personne ne sera au courant, c'est vous qui gérez. Par contre, l'OPCO, qui est l'opérateur de compétences qui gère ces comptes personnels de formation et qui sont liés à des branches professionnelles, peut par contre soit ne pas abonder, c'est-à-dire compléter si vous manque de l'argent, soit peut refuser. On a des OPCO qui ont pu refuser des financements de bilan de compétences, mais ça, ils vous le diront. En tout cas, la création du compte, c'est vous qui le décidez. Et après, c'est suivant si je le fais sur temps de travail ou hors temps de travail. Sur temps de travail, l'employeur peut refuser. Hors temps de travail, c'est vous qui décidez.
La démarche sur le site CPF est faite, mais pour mobiliser la fonction publique. Voilà. Alors, dans le cadre de la fonction publique, il y a des particularités. Oui. Tu veux intervenir, Aline? Je vois Non, que… non, 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 Non. mais effectivement, on comprend mieux la question de Dominique avec cette différence, effectivement, secteur privé, secteur public, qui ne fonctionne pas pareil. Il ne fonctionne pas pareil. Et là, je maîtrise un petit peu moins Dominique par rapport à la fonction publique. Donc, je ne vais peut-être pas m'aventurer. Par contre, sur servicepublic.fr, vous avez toute une explication sur le compte personnel de formation dans la fonction publique. Donc, la fonction publique, comme les travailleurs indépendants aujourd'hui, ont un compte personnel de formation, mais la fonction publique a son propre mode de fonctionnement, j'allais dire, sa propre organisation. Donc là, il faut vraiment voir directement peut-être sur servicepublic.fr. C'est ce que je dirais, Aline, hein, moi, comme réponse. Tout à fait. Et puis se rapprocher de son service formation, parce que dans fonction publique, on a la territoriale, la fonction publique d'État, il y a des modes de fonctionnement qui sont différents de l'un à l'autre. Donc effectivement, c'est se rapprocher d'un conseiller mobilité interne dans la fonction publique ou de son service RH pour avoir les modalités de mobilisation du CPF dans la fonction publique. Oui, c'est soit un conseiller mobilité emploi, soit un RH. Parfois, ça s'appelle un RH de proximité. Chaque fonction publique a son jargon, mais ils sont à même de vous répondre, Dominique. Je vais prendre la question à l'oral de Raquel rapidement sur la VAE. Sachez que donc Raquel nous demande si l'employeur peut refuser la VAE à chaque demande ou s'il se voit obligé de l'accepter au bout de X temps. La VAE est une démarche avant tout personnelle que vous allez réaliser vous-même sans obligation d'en associer l'employeur. Vous pouvez faire une VAE de votre côté pour votre reconnaissance personnelle, mais il est possible aussi d'en informer l'employeur et de mobiliser, de co-construire la mobilisation de ce dispositif, auquel cas, ce qui peut être fait, c'est d'avoir un accompagnement à la VAE qui peut se faire sur temps de travail avec accord de l'employeur. Mais sinon, la démarche, elle est personnelle avant tout. L'employeur peut vous soutenir, peut prendre en charge une partie financière, mais il n'a aucune obligation de vous accompagner ou d'accepter un financement à la VAE. Ça se négocie, ça se co-construit, notamment lors de l'entretien professionnel. Alors, on va un petit peu avancer parce que j'ai peur qu'on ne puisse pas tenir le timing sinon. Sur le troisième dispositif, donc on a dit dans l'entretien professionnel, vous avez un certain nombre de dispositifs auxquels vous pouvez accéder pour vous aider à évoluer. On a vu le compte personnel de formation, Aline vous a explicité la VAE et vous avez ensuite accès à ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc ce conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui pour tout salarié indépendant pour faire le point sur votre situation professionnelle tout au long de votre vie professionnelle. C'est aussi accessible aux personnes de la fonction publique, évidemment, quelles que soient les fonctions publiques. Le conseil en évolution professionnelle offre la possibilité d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie au service de votre évolution. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel obligatoirement par rapport à votre employeur, qui est neutre parce que c'est fait par des organismes dont l'APEC pour les cadres, qui est donc neutre et qui ne fait aucun compte rendu à personne, qui est accessible à toute personne, avec impartialité jusqu'à votre retraite. C'est comme le compte personnel de formation. Ça concerne les salariés du secteur privé, quel que soit votre statut et le temps de travail. Ça va concerner les travailleurs indépendants, les personnes qui ne sont pas accompagnées par un autre opérateur, parce que lorsque vous choisissez un organisme pour vous accompagner dans le conseil d'évolution professionnelle, on ne peut pas cumuler les organismes. Donc, ça va être les cadres, pour l'APEC pour les cadres, ça va être Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, et ça va être les missions locales pour des jeunes de moins de 26 ans. Et Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, qu'ils soient cadres ou non cadres. Vous pouvez soit aller sur un des 4 acteurs qui sont nommés par la loi, que sont l'APEC pour les cadres, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, Mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, et après, des opérateurs régionaux comme ce qui est mentionné sur le rectangle à gauche, qui vont être le réseau EVA, la BGE, AXI, Santé ARH, qui sont des opérateurs régionaux et qui sont différents suivant évidemment les régions.
Ah, il y a encore une question sur le CPF par Marjorie, Aline. Marjorie va dans le sens effectivement et apporte une réponse en parlant de la spécificité de la gestion. Je pense que ça pourra intéresser la question, ça pourra intéresser Dominique qui posait cette Oui, question. Donc merci Marjorie pour votre précision. Je te laisse merci continuer, beaucoup. Lydie. Merci Marjorie, merci Aline. Donc voilà, pour qui, donc salariés secteur privé, travailleurs indépendants, personnes non accompagnées par un autre opérateur, notamment un opérateur régional, ce qui peut vous permettre de bénéficier de conseils pour préparer donc ce que je disais, votre évolution professionnelle. Dans quel objectif? C'est justement vous accompagner pour élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie qui peut soit travailler l'évolution professionnelle, soit le développement des compétences, notamment par le biais de formation ou de VAE, une reconversion ou une transition professionnelle. Là, il existe des dispositifs dont on ne va pas pouvoir parler aujourd'hui, mais il existe des dispositifs pour vous aider. Une reprise ou une création d'activité, une certification professionnelle ou une mobilité interne ou externe. Le conseil d'évolution professionnelle s'adresse aussi bien à de la mobilité interne qu'externe. Ça, il faut le savoir parce que les personnes pensent souvent que c'est uniquement dans le cadre d'une mobilité externe. Alors, ce conseil, il est donc individualisé et adapté. Il vous permet donc d'exprimer votre demande et votre besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, les secteurs d'activité, l'offre de formation, les dispositifs de financement ou les dispositifs qui existent dans le cadre de reconversion, comme je le disais, et d'identifier les démarches qui vont être possibles à mettre en œuvre. Cet accompagnement, il est donc individualisé, personnalisé, pour vous permettre d'avoir de l'information pour élaborer et mettre en place la faisabilité de ce projet tout en construisant un plan d'action. Donc, le conseiller en évolution professionnelle est vraiment là pour vous accompagner, vous guider, pour mettre en place une stratégie de mise en œuvre de projet en interne ou en externe de votre entreprise. Si vous sollicitez un conseil en évolution professionnelle suite à l'entretien professionnel, aucun compte rendu ne sera fait à votre employeur puisque c'est une démarche individuelle que vous allez faire. Et même si votre RH ou votre manager vous conseille de contacter un conseiller en évolution professionnelle, il n'aura jamais le retour de ce qui a été fait ou de ce qui a été dit. Donc, sur les questions qui peuvent se poser, les questions sur lesquelles vous pourriez solliciter justement un conseil en évolution professionnelle, c'est j'ai peut-être fait le tour de mon métier, je n'apprends plus rien. Qu'est-ce qu'il va falloir que je pose? Il va falloir que je pose peut-être mes compétences et voir quel est le changement de poste ou de secteur que je vais vouloir opérer. Je peux aussi me poser des questions sur est-ce que mon salaire est ma seule motivation? Est-ce que j'ai saisi toutes les occasions pour faire autre chose? Donc, on va faire un point sur vous, sur vos motivations et surtout pour savoir si c'est le moment de changer ou pas parce qu'il va falloir travailler aussi sur tous vos critères de choix et vos enjeux. Vous allez pouvoir vous poser des questions aussi pour construire des pistes, élaborer un projet dans la reconversion, l'évolution, la création, la reprise. L'objectif de ce travail, c'est en fonction de votre besoin, en fonction du diagnostic qui va être fait, on va essayer de voir quelles sont les actions concrètes que l'on va mettre en œuvre avec des plans d'action. Que ce soit poser vos compétences, faire le point sur vos motivations, élaborer des pistes, les confronter à la réalité de votre marché interne ou interne, parce qu'il faut que ce projet ne soit pas intellectuellement très beau, il faut qu'il soit réaliste et réalisable, et définir une stratégie d'action, c'est-à-dire par quoi je commence, qu'est-ce que je mets en place et sous quel délai. Un vrai plan d'action, action, moyen, échéance. Ça, c'est ce que va vous permettre le conseil en évolution professionnelle. Donc, le plus simple, si vous vous posez des questions sur votre avenir, sur vos motivations, des pistes, un changement, une évolution, une reconversion, une création, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller. Donc, l'adresse du site internet, c'est www.moncep.org qui vous permettra de pouvoir prendre un rendez-vous suivant la région, le territoire où vous êtes et en fonction de la structure qui vous correspond le mieux. Donc, les cadres, forcément vers l'APEC. Un jeune de moins de 26 ans ira plutôt vers la mission locale, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, vous pourrez choisir
vous avez une page d'ailleurs qui vous le montre, en fonction de votre lieu du territoire, choisir à la fois l'institution qui pourra vous accompagner et voilà. Je me suis perdue dans mon explication. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aline? C'est très clair, Lydie, merci beaucoup. Le CEP, vraiment, c'est pour travailler toutes vos questions individuelles. Le CEP va s'adapter, et je trouve que c'est ce que tu avais bien souligné, à toutes les thématiques et les questions que vous pouvez avoir, que ce soit une réflexion, un changement, une stratégie de recherche d'emploi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur l'opérateur dont vous dépendez effectivement pour faire un point sur votre situation. Après un diagnostic personnel, on co-construit le plan de travail. Donc, on est toujours sur quelque chose qui va s'adapter à votre besoin et à votre demande. C'était le petit point que je voulais rajouter. Oui, tout à fait. C'est par rapport aux besoins, à votre demande et à ce qui rentre, nous, dans notre champ d'activité, bien entendu. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est un service donc, qui est gratuit, personnalisé, universel et qui vous permet vraiment de pouvoir travailler soit votre évolution, soit un changement, soit juste faire un point de situation. Moi, ce matin, avec une personne, j'ai fait un point de situation sur où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui ne lui va pas, pour ensuite se dire, est-ce que je mets en œuvre ou pas des actions concrètes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Florence est en train d'écrire, je pense. Merci beaucoup. Ah ben ça, c'est gentil. Merci, Florence. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en sachant, il est important que je vous précise que, donc, concernant l'APEC, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'APEC donc, sur le site www.apec.fr. Vous allez avoir un lien qui vous a été écrit déjà sur le chat pour pouvoir écouter le replay de ce webinaire sur « Je prépare mon entretien professionnel ». Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous reconnecter, de revoir des points de détail, vous avez le replay qui sera accessible. Et concernant l'APEC, www.apec.fr pour prendre un rendez-vous suivant le territoire où vous êtes. Combien de fois vous faire appel au CEP voilà. Autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... ça n'est pas limité dans le temps et il n'y a pas un nombre d'entretiens limité dans le temps. C'est adapté, comme le disait très justement Aline, à votre besoin, à votre problématique et aux actions que l'on va mettre en place. Merci Martine. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'Aline, tu veux rajouter quelque chose? Alors, bonjour, je ne saisis pas bien la différence entre un conseil d'évolution et un bilan. Alors, un bilan de compétences a pour unique objectif, comme je le disais Amélie, de travailler sur un projet professionnel réaliste et réalisable. Vous n'avez pas idée, vous savez ce que vous avez fait, vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain. Un bilan de compétences va permettre de le travailler. C'est un énorme travail sur 3-4 mois et c'est une prestation qui est financée, que vous pouvez entre autres financer, comme on l'a dit tout à l'heure, par le compte personnel de formation. Le conseil en évolution professionnelle va travailler sur des thématiques avec la mise en place d'actions concrètes. Donc, on va pouvoir travailler sur, comme je le disais précédemment, on va y revenir. J'ai besoin, par exemple, de faire un point sur mes compétences. J'ai besoin de faire un point sur mes motivations, mes critères de choix, mes enjeux. J'ai besoin de valider une piste professionnelle que j'ai en tête, mais je ne sais pas si cette piste elle serait réaliste et réalisable. Là, j'ai déjà ma piste, donc je n'ai pas besoin d'un bilan de compétences. Je vais aller me confronter à la réalité du marché par des outils, des techniques et des méthodes que nous avons. Et on va vous aider surtout à définir des plans d'action et des stratégies pour que vous puissiez sécuriser vos changements, vos évolutions, vos reconversions, en tout cas les points d'étape. L'objectif, il est là. Donc, en fait, sur le conseil d'évolution professionnelle, on est sur des tronçons, des modules. Le bilan de compétences, il fait l'état des lieux de tout ce que vous avez fait, de là où vous en êtes aujourd'hui, de vos enjeux pour demain et de construire des pistes qu'il va falloir confronter à une réalité pour que ça devienne éventuellement des projets, c'est-à-dire que ça soit réaliste par rapport à vous, réalisable par rapport au marché de l'emploi, que ce ne soit pas uniquement des projets qui soient très beaux intellectuellement, mais qui ne puissent pas se mettre en œuvre. Tu veux rajouter quelque chose, Aline? C'est très clair, c'est très clair. J'espère que c'est plus clair. Amélie, est-ce que c'est clair? Alors, Amélie nous répond, ça tombe bien, c'est parfait.
On va voir si c'était clair. Merci beaucoup. Bon, a priori, c'est clair. Après, ça peut être intéressant d'avoir un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, de faire un point. Et de toute façon, le conseiller en évolution professionnelle, dans son écoute, dans son diagnostic, pourra vous dire, Amélie, je pense que ça pourrait être bien de faire un dispositif conseil en évolution professionnelle ou de vous dire, ça serait bien de faire un bilan et il vous expliquera pourquoi. De toute façon. Donc, ça ne peut pas être négligeable que de faire un point avec un conseiller en évolution professionnelle. Nous avons une consultante en bilan. Donc, Aurélie qui est parmi nous, qui a dû reconnaître ta description du bilan. Peut-être une consoeur. Une dernière question s'il y a besoin avant qu'on clôture notre webinaire. N'hésitez surtout pas. J'espère que vous avez pu télécharger le document avec les 4 axes à travailler. Hop. A priori, c'est OK. Pas d'autres questions? C'est bon? Merci Aurélie, Colette, Irène, merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir écoutés. En sachant que nous restons à votre disposition à l'APEC quand vous le souhaitez. Et pour les non-cadres, tous les autres opérateurs que nous avons évoqués précédemment. Je vous souhaite une excellente journée et de bonnes préparations de vos entretiens professionnels. Surtout. Aline, tu veux donner le mot de la fin? Merci à toutes et à tous et excellente continuation. Bonne journée. Merci et bonne journée à tous et à toutes.